Bienvenue à Impact IA, un podcast où on jase avec des entrepreneurs et des leaders inspirants. Ils nous partagent comment ils ont intégré l'intelligence artificielle, leurs enjeux et leurs succès. Bonjour tout le monde, bienvenue à Impact IA pour un troisième épisode à l'événement Impact IA. J'ai avec moi Geoffrey Bernard. Geoffrey Bernard, excusez-moi. VP Marketing, Sciences de données et connaissances consommateurs à la presse. Pour ceux qui ont suivi la presse dans les dernières années, vous avez vu qu'ils ont fait un virage numérique reconnu quand même, du papier vers le tout numérique jusqu'à la presse plus. Aujourd'hui, ils ont fait un autre virage qui est l'AI multi-agent. Fait que Geoffrey, tu es avec moi pour parler de cette transformation-là. J'aimerais ça qu'on commence avec le déclic. Qu'est-ce qui vous a poussé à adopter l'IA agentic chez la presse? OK. Déjà, on utilisait l'IA à la presse avant que l'agentic et les LLM embarquent, donc depuis 2018 en ce qui nous concerne. Puis étant dans un média dominante écrite, on travaillait beaucoup autour du Natural Language Processing, puis le NLP, et on s'est retrouvé au moment de la sortie des premiers LLM, à suivre cette évolution technologique-là, et on s'est dit, oh, attends, il y a peut-être un truc intéressant. On le prenait vraiment dans notre contexte à nous, avec nos besoins à nous. Puis finalement, comme tout le monde l'a vu, les LLM sont devenus des grands modèles de données qui font toutes sortes de choses. Et on a commencé donc à déployer cette technologie-là. Est arrivée ensuite la notion de agentic, donc le fait que les LLM n'était pas seulement capable de travailler de la donnée et d'inférer le prochain token, mais ils sont rendus à pouvoir interagir avec le monde extérieur, et cetera. Et là, on s'est dit: «OK, il y a encore plus de potentiel», et on s'est laissé, embarquer un peu dans cette vague d'expérimentation au début, et puis OK. après, tranquillement, on a mis en place des choses qui sont aujourd'hui en production. Ben, c'est quand même malade. Fait que de ce que je comprends, vous avez déjà utilisé des NLP avant même les chats GPT qui sont sortis en Oui, novembre 2023. on avait, ouais, on a bah, tu sais, nous, on est un média qui écrit depuis Ouais, 140 ans. Fait ouais. que l'écrit était important pour nous. Puis, on était déjà en 2018 dans des considérations de, comment je sors, quelles sont les entités qui ont été nommées dans tel article ou tel article? Entité, le fameux Ouais. Named Entity Recognition. Est-ce que le Premier ministre a été cité? Est-ce que si je dois faire des regroupements autour du Premier ministre, comment je le fais? Toute la notion d'article connexe, ça date, ouais, ça date de 2018, je pense. On a fait d'autres ch tu sais, quel est le ton dans l'article? Quel est on a fait des modèles d'extrapolation, même de ressenti. Est-ce que c'est une nouvelle plutôt négative? Est-ce que c'est à caractère positif? Est-ce que c'est, tu vois? On la traduisait selon différentes variables. Donc oui, on fait ça depuis un petit bout, mais c'était par la nature de notre métier, parce que, hem, il y avait une volonté, notamment dans la personnalisation. Si je dois t'envoyer une notification, faut que je t'envoie une notification qui est pertinente pour toi dans le portefeuille complet de contenu de la presse qu'on publie tous les jours. Parce qu'à la presse, on publie genre un livre à tous les jours quasiment, là, en termes de taille. Puis, dans le livre qu'on publie, il y a des choses qui vont t'intéresser, des choses qui vont pas t'intéresser. Puis le vieil adage du marketing là, c'est aussi dommageable de t'envoyer le mauvais contenu que de rien t'envoyer du tout, là. C'est même plus dommageable de t'envoyer le mauvais contenu que de rien t'envoyer du tout. Fait qu'on se disait: «OK, comment on s'assure de personnaliser ça?» Puis il faut qu'on ait une bonne compréhension de notre matière première, notre produit. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé avec le NLP. Donc, de ce que je comprends, l'adoption de l'IA à l'interne n'a pas dû être un frein du tout parce que vous étiez déjà là. Fait que Ça, bah, tu sais, parler de l'IA, c'est comme parler d'automobile pour moi. Il y a ouais. c'est vraiment un spectre qui est très large, là. Tu une automobile, il y a différents types d'auto, puis l'IA, il y a différents types d'IA. Donc il y a eu effectivement une adoption assez rapide dans ce contexte-là, parce qu'on résolvait des irritants ou des problèmes d'affaires, et puis donc, tu sais, les gens embarquent derrière ce truc-là. Quand on a lancé et qu'on a commencé à utiliser les LLM, il y avait quand même, tu sais, le nuage un petit peu de l'inconnu. On ne savait pas où ça s'en allait. Les gens commençaient à se dire: «Bah, attends, est-ce que ça va remplacer ma job, pas remplacer ma job?» Puis on a été super clair à la presse dès le début. hem, L'IA est un outil. C'est pas, ça a pas pour vocation de remplacer, personne, et il y a pas une mission qui est donnée à personne, certainement pas dans mon groupe, de venir faire ça. Donc c'était comme, on se servait comme tout autre type de technologie qu'on a à la presse, on s'en sert comme un outil on utilise tu sais, des considérations de collaborateurs augmentés ou des choses comme ça. C'est juste des outils, on vous donne des outils de plus.
puis vous l'utilisez pas. Donc ça a facilité quand même l'adoption parce que la posture de l'organisation était vraiment de dire: «On est là pour vous donner des outils, pas pour, dire demain matin, j'en sais rien moi, on va couper, 350 jobs et puis la presse, va pouvoir opérer avec, que des petits robots». On n'est pas là du tout. Parce que j'imagine que tous les types d'articles sont pas équivalents en termes de à quel point je peux utiliser le LLM pour faire de la recherche ou écrire des bouts d'articles, alors que des fois, c'est de la nouvelle. Ouais, mais aujourd'hui, nos politiques de publication sont, à ma connaissance, open et partagées avec la population complète, donc elles sont consultables. En tout cas, François Cardinal a écrit dessus dans le calepin d'éditeur adjoint à plusieurs reprises, donc il mettait un lien vers la politique. Mais c'est important de comprendre qu'à la presse, l'IA n'écrit pas d'articles. Mmh. On, heu, L'IA va être un outil, comme on disait tout à l'heure, pour, de la recherche, pour, un peu d'analyse, pour de la traduction, mais tout ce qui est publié dans la presse est écrit par des humains journalistes. Puis dans un monde où aujourd'hui, on pense que c'est un avantage pour nous, parce que dans un monde où ça n'a jamais été aussi facile d'écrire du contenu, spécifiquement du contenu textuel, euh, mais c'est toujours aussi dur d'écrire du contenu textuel de grande qualité. Puis nous, ce qu'on se dit, c'est l'expertise des gens à la presse dans la salle de rédaction, elle n'est pas remplaçable aujourd'hui par une IA générative quelconque. Tu peux pas encapsuler comment on appelle ça? Les règles éditoriales, la rigueur journalistique, les méthodes journalistiques dans une IA telle qu'elle est aujourd'hui. Mmh. Pour moi, et pourtant je devrais être le plus bullish sur le sujet, pour moi, c'est pas possible. En tout cas, pas à la qualité de ce qui est fait par les journalistes de la presse, définitivement pas. Je sais pas si tu étais au courant, on a fait un projet avec Télé-Québec sur, l'IA générative, justement pour créer, à partir de l'IA, un épisode, pour enfants qui s'appelait Lotus et Cali. Puis Ouais. c'est exactement le même constat que j'ai fini par faire éventuellement, c'est que l'IA extrêmement performante, c'est pour écrire du code, c'est performant à Mmh. des hauts niveaux. Quand venait le temps d'écrire justement du texte, des scénarios, l'IA était très pauvre Mmh. parce qu'il fallait lui dire tu sais, faut Exactement ce que tu veux. exactement ce que tu veux, puis au final, c'est d'extraire l'expérience de quelqu'un de 30 ans dans le métier, puis d'essayer de Qui convaincre le LLM d'écrire de la même manière, mais ça fonctionne pas. Ça Ouais, fon pas. puis tu sais, puis là, on rentre dans des considérations techniques, mais de plus en plus, les fameux modèles qui raisonnent, les modèles qui font du reasoning, il y a quand même une notion de budget, de nombre de tokens, donc il y a une forme d'optimisation là-dedans, et donc optimisation va finir par être des shortcuts et tu vas te retrouver avec le bout qui manque dans le perfectionnement de ta pièce de contenu, que ce soit un épisode de dessin animé pour enfants ou un texte ou peu importe, une vidéo que tu publierais sur, tu sais, un documentaire ou quoi que ce soit. I Sans l'humain, en tout cas dans l'état de l'art actuel, c'est impossible d'imaginer que tu auras la même qualité. Impossible. Fait que concrètement, dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous avez bâti? On a bâti des outils. Alors, OK. ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est on a bâti un modèle de traduction. Parce que sur la traduction, on est quand même rendu à un niveau où tu sais, prêt pour la production. Vieille traduction d'anglais production ready là, mais c'est prêt pour la production. S Des modèles qui, vont chercher de l'information pour te guider dans l'analyse de documents en citant les sources, en vraiment, tu sais, faisant aucune lui laissant aucune latitude sur de l'interprétation, simplement de la citation. Pour ça, c'est prêt, tant qu'à moi. Donc c'est vraiment des outils que tu donnes à des collaborateurs. Créer des premières idées d'accroche pour un brainstorm, par exemple, dans le cadre de choses qu'on peut faire en marketing. Hyper intéressant. C'est jamais assez bon pour être poussé. Par contre, c'est comme si ça devenait, l'engrais de création pour un un collaborateur quel qu'il soit à la presse. Tu sais, je te donne ça retire le syndrome de la page blanche. Ouais. Tu me suis? Ça te donne des idées, surtout si tu le promptes correctement, ça va t'embarquer dans différents trucs, et c'est là où la créativité humaine va pouvoir, vraiment s'exprimer, et je pense qu'il y a pour ça, c'est prêt. Le syndrome de la page blanche, c'est quelque chose que j'ai entendu parler souvent, justement, que l'IA devient vraiment justement un compagnon de brainstorming, Mmh. littéralement. Puis, tu sais, je fais ça à tous les jours, tu sais, des fois, même simplement pour écrire un email. Tu comme, comment je commence les emails? Puis, tu sais, de mon côté, je me suis bâti justement des systèmes que j'ai intégré plusieurs théories, mettons, comment qu'on OK. répond, Ouais. c'est quoi ta posture? Est-ce que tu vas te positionner élevé ou plus bas dans le Mmh. email pour
Intéressant. stratégiquement bien répondre. Ouais. Euh, Est-ce que dans tous les outils que vous avez bâtis, c'est des outils qui sont des morceaux uniques, mettons, qui font une tâche, ou vous avez réussi à chaîner des outils ensemble? Les 2 réponses, je te dirais, on a bâti des outils un outil de traduction, c'est pas mal, standalone. Ouais. Il peut être utilisé dans différents contextes, dans différents trucs, que ce soit pour, traduire un pitch de vente ou, traduire un article qui rentre de quelque part. Bon, hem, donc ça, c'est des outils qui sont standalone. On a fait d'autres choses où on chaîne des outils, mais il faut que ce soit très circonscrit, parce qu'on sans rentrer dans le encore une fois, la technicalité, tu le sais au moins aussi bien que moi que le il est prouvé aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie, je ne me rappelle plus si c'est le MIT ou Stanford, mais avec Google, ils ont travaillé sur, est-ce qu'un agent seul a des meilleures performances qu'un système multi-agent? Puis la réponse est: ben ça dépend. Et dans le «ça dépend», la notion de hand-off en bon français, d'un agent à l'autre crée souvent des approximations parce que tu essaies de faire des résumés de contexte, tu essaies de passer des choses et en fait, quand tu compounds l'erreur sur un certain nombre d'agents, bah, des fois, l'étude sortait, je ne sais plus si c'est 16 ou 17 X de taux d'erreur supplémentaires par rapport à un système d'agents unique. C'est ce que cette étude-là a prouvé. Alors, il faut être très précautionneux quand tu fais des systèmes multi-agents, puis il faut qu'ils soient dans un contexte où ils sont très contrôlés. On en parlait tout à l'heure et donc pour nous, on a lancé des systèmes multi-agents dans des contextes où vraiment, on voulait pas que ça faisait des jobs très séparés, mais en même temps, c'était un travail qui était très séquentiel. On travaille sur, quelque chose autour des ventes où on identifie une opportunité pour, qu'une marque a annoncé quelque part ou a fait une annonce sur quelque chose. Puis là, on essaye de voir est-ce que ça pourrait se transformer comme une forme d'opportunité dans un CRM? Puis, bah, l'opportunité, est-ce que je suis capable de l'agrémenter avec, peut-être un début de pitch? Est-ce que je suis capable de l'agrémenter avec un début d'images, tu vois? Basées sur les images que la marque, peut rendre disponibles sur son site web ou ailleurs et tu vois? Donc essayer de chaîner ça avec des agents un peu différents. Alors on a fait des choses comme ça, qui marchent bien. Donc dans ce contexte-là, on est capable de le faire. Mais je te dirais que encore aujourd'hui, hem, la notion de multi-agent, on le fait un peu par défaut quand on n'a pas le choix. Mais si on peut s'arrêter à un agent unique, c'est pas mal notre architecture préférée, tu sais? Ouais. La simplicité. Je vais pas te Clairement, citer Saint-Exupéry, mais on est là pareil. ben, clairement, parce que quand c'est multi-agent, justement, comme tu le dis, c'est que l'erreur se compound, puis au bout de la chaîne, ça donne vraiment pas ce qu'on veut. C'est Exact, pour ça que souvent, on intègre justement le human in the loop pour absolument, pouvoir aller ouais. valider chacune des étapes. Puis quand Mmh. l'humain est entre justement chacun de ces agents-là, au final, ton résultat est de loin supérieur, Ouais. hein. Puis tu sais, tu mentionnais dans le multi-agent, il faut que tu as le rôle de l'orchestrateur. Puis le multi-agent est très intéressant quand, tu dois avoir un agent qui, ne peut pas être le morceau qui s'auto-valide. Donc tu mets un agent qui fait quelque chose, puis tu as un autre agent qui est excessivement critique du travail et du rendu du premier agent et là, les 2 ensemble font quelque chose qui fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre de l'avant. L'autre élément, c'est que, la notion d'orchestration, c'est vraiment plus difficile à faire que ce Ouais. qu'on pense. C'est vraiment, on imagine, quand il y a de l'humain et qu'il y a des choses qui se font naturellement, c'est assez évident. Comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu veux vraiment un résultat de grande qualité, faut être excessivement verbeux dans l'explication de ce que tu attends et rendu là, mais on arrive toujours au coût bénéfice et donc je te recite cette étude-là, hein, à utilisation de tokens équivalentes, les résultats d'un agent unique, si tu es capable de le faire, sont meilleurs que les résultats d'un système multi-agent à utilisation équivalente. Aujourd'hui, c'est parce que nos systèmes nous montrent peu l'utilisation des tokens parce qu'on a comme un modèle par les entreprises comme Anthropic et OpenAI qui nous font une petite abstraction, on va dire. Tu sais, on le voit moins. Et donc, mais tu te rends pas compte à quel point le passage d'un agent à l'autre utilise des tokens comme rien d'autre ne le fait. Alors, c'est ça. Ben, effectivement, puis pour, l'utiliser à tous les jours, l'utilisation de tokens dans une entreprise comme Vauban d'ailleurs Mmh. est absolument astronomique, là. C'est 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 capoter le nombre de tokens qu'on utilise avec les prix qu'on voit qui suit les Anthropiques de de ce monde.
Parlant de modèles, avez-vous des modèles, favoris ou de quel modèle vous utilisez à l'interne? On est, très agnostique du modèle. On Ouais, utilise en fait, même pire que ça, on est très opportuniste du modèle. ouais. On utilise une architecture qui nous permet de brancher différents modèles. Puis, à chaque fois qu'on a eu à faire des nouveaux projets, je pense à des choses même, tu vois, dans des reconnaissances d'images et cetera, on a vraiment été, tester ce qui marchait le mieux à un moment donné, mais on s'est forcé à faire cette architecture où tu pouvais plugger et unplugger des modèles parce que les modèles vont tellement vite et que, tu sais, nous, on déploie des choses en entreprise, en production, mais 6 mois plus tard, c'est pas dit que ce soit mon modèle d'Anthropic qui soit encore le meilleur. Puis avant, c'était toujours un peu la même boucle. Tu sais, c'était Gemini, Anthropic, OpenAI, Grok, Gemini. Mais là, si tu regardes même ce qui se passe du côté des modèles un peu plus open source, qui viennent soit d'Asie, soit d'Europe, euh, tu commences à avoir des alternatives où tu te dis, attends, ça vaut peut-être même la peine que j'utilise un modèle open source. Alors, je fais pas partie de ce groupe qui, qui revendique le faut même que tu sois propriétaire de ton propre modèle et donc tu run de l'infra, et cetera là. Je suis pas là moi pour l'instant, mais c'est intéressant dans chaque, use case de pouvoir utiliser différents trucs et je te dis, on est très opportuniste. On est pas très fidèle. Si tu te projettes dans 18 mois à la presse, qu'est-ce qui va avoir été plus vite que prévu selon toi avec l'IA? Qu'est-ce qui aurait été plus vite que prévu? Dans 18 mois, wouah, en ce moment parler des 18 prochains mois, c'est difficile. Je pense que l'adoption va aller vraiment de par notre posture, l'adoption va aller plus vite que ce qu'on anticipait. Ça, c'est quasiment sûr. Parce qu'au départ, tu sais, faut se rappeler là, se remettre dans le contexte de 2023. Heu, on sortait vraiment d'une pandémie à ce moment-là. Puis on sort d'une pandémie, on commence à dire: «Il va y avoir une apocalypse, tous vos jobs vont disparaître». Voilà, c'était pas une, Ouais. la courbe d'adoption, était probablement à son plus gros creux, je te dirais. Mais là, on voit à quel point l'adoption commence à prendre. Puis comme nous, on est dans une démarche où c'est vraiment de l'IA comme un outil, encore une fois, l j'emprunte cette terminologie-là à quelqu'un d'autre, mais la notion de collaborateur augmenté, on aide juste les gens à faire à simplifier un peu leur job. Fait que c'est ça. Y a-tu, tu sais, dans tous ces agents-là, y a-tu des agents qui ont vraiment été un gros flop puis que vous avez abandonné? Alors des gros ouais, bah, oui, oui, oui. Écoute, remets-toi en 2023 là. Ouais. Ouais, fin 2023 quand l'agentic a commencé à devenir un peu plus mainstream ou en tout cas on voyait que ça allait être le next wave. On a utilisé des frameworks, même qui s'appelaient agentic à l'époque. C'était terrible, les résultats étaient épouvantables. Donc oui, oui, on a eu des flops, à un moment donné, on a fait des tests de génération d'images, je me rappelle plus c'était pourquoi, mais en gros, il y avait un plat sur la table mais je me rappelle plus dans quel contexte c'était. Mais écoute, c'était, enfin, tu avais une grenouille dans l'assiette, quoi. Alors qu'il voulait essayer on suppose qu'il essayait de générer un plat de cuisses de grenouille, mais il y avait une grenouille dans l'assiette. C'était comme un et c'est Ouais. comme: «Oh waouh!» Donc là, ouais, il y a eu des échecs où la technologie était pas prête. Donc Ben, et est-ce que c'est des échecs qui vont perdurer? Je pense pas. Parce qu'au fur et à mesure que les modèles deviennent de plus en plus forts, je pense que tu suis aussi la vague d'hyperspécialisation des modèles qui risque de régler une partie de tout ça. Je suis pas sûr que ces modèles enfin que ces agents-là qui ont été des vrais flops, le resteraient ou le sont même encore aujourd'hui ou le resteront dans le futur. Mais à l'époque, ouais, ça a fait des: «Oups, non, ça on n'est pas prêt ça». mais surtout les modèles avec de génération d'images, Ouais. c'est La un bon multimodalité, c'est pas facile. ouais, c'est ça. Mmh Puis mh, mmh. tantôt, tu disais que vous n'utilisez pas les modèles IA pour écrire du texte, mais est-ce que Mmh. vous l'utilisez justement pour la génération d'images? Parce qu'on peut absolument créer une image Alors là, c'est indifférenciable. Je sais pas si c'est autant un mot, mais c'est non, non, la réponse est non. Tu sais, nous, à la presse, toutes les photos sont signées et il y a même faut le savoir ça, mais dans les règles, d'un organisme de presse comme nous, tu ne peux pas altérer une photo. Tu prends la Mmh. photo telle qu'elle est et donc ça pose toutes sortes de questions, éthiques parce qu'on a même vu certains médias commencer à jouer justement dans ce mais quand tu essayes de on s'entend que d'habitude une photo, c'est pour supporter visuellement un sujet.
Et donc, tu t'attends, si le sujet est vrai et vérifié, il y a comme une attente que la photo, elle soit vraie et vérifiée. Tu me suis? En tout cas, et là, je parle pas pour la presse, je parle vraiment pour moi en tant que citoyen. Et quand je sais que tu as utilisé un modèle de diffusion pour représenter à peu près ce que tu as compris de la personne, il y a quelque chose qui marche comme pas dans cette équation. En tout cas, as far as I'm concerned, ça se trouve, demain matin, tu vas entendre dire que la Ouais. presse utilise ça. Je serais surpris, mais pour moi, il y a comme quelque chose qui fonctionne pas. Donc non, on a toujours des photographes, on a toujours des photojournalistes et des vidéastes et ils font un job incroyable. Je pense que c'est un des éléments qui nous différencie aussi. Toutes nos histoires sont ou presque toutes nos histoires sont supportées par de la photo et ça fait toute la différence. Je veux dire, ouvre la presse plus, qui est un élément différenciateur de la presse, dans l'édition, c'est excessivement visuel. Des photos qui backent tout, c'est vraiment chouette. Mais justement, comment vous faites pour vous positionner par rapport à la concurrence qui vient littéralement de n'importe qui, là? Tu sais, pour créer du contenu, du texte qui est Mmh. hyper facile d'écrire ça avec des Effectivement, LLM, ouais. même les images, même la Mmh. vidéo. On le voit sur YouTube, la qualité de la vidéo qui décline à vue d'œil de mois en mois. Comment Effectivement. qu'on fait pour vendre cette qualité-là alors que n'importe qui peut faire n'importe quoi, littéralement? Ben, n'importe qui peut, le faire. La question, c'est où sont tes standards de qualité? Mm. Et donc, n'importe qui peut faire de l'AI slop. Tu le sais, ça n'a jamais été aussi facile de créer du contenu et ça coûte vraiment plus très cher. Maintenant, tu peux le voir, puis je pense que c'est un peu notre parti pris, un peu à l'inverse. Le plus grand actif de la presse, c'est sa marque. Et pourquoi c'est sa marque? C'est la confiance et la crédibilité que les lecteurs mettent dans la marque La Presse. Donc, quand aujourd'hui, en tant que citoyen, dans ta journée, tu as une charge cognitive additionnelle que tu avais pas il y a 4 ans, qui est de devoir savoir si c'est vrai ou pas. Mm. Parce que tu sais, on parle des fake news depuis 10 ans. Ouais. Mais on s'entend que l'avènement de ça, la vraie charge cognitive est très, très palpable pour une plus grande majorité de la population depuis 3 4 ans. Quand ça existe, il y a un moment donné, en tant qu'humain, tu as un réflexe naturel, c'est d'essayer d'amoindrir la charge cognitive Mm. que tu as que tu à supporter. Et donc, tu te retournes vers des endroits où tu as pas à te poser la question. Et donc, dans le cadre de la presse, je deviens comme, j'haïs le mot refuge, mais une destination Ouais. où tu sais que quand tu viens le voir, le contenu sera vérifié, c'est vrai. Et en plus, parce que on est tous humains, on fait des erreurs. Mais la différence à la presse, c'est quand on fait une erreur, on la corrige. Et on est très upfront pour dire, hey, là, il y a une erreur, on fait une correction, puis c'est correct. Et, et donc, nous, on le voit comme une. Est-ce que j'ai besoin de compete avec cette espèce de, en bon français, race to the bottom, parce Ouais. que c'est là où on s'en va avec ce. Ou au contraire, est-ce que j'essaie de me dire, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe de 250 personnes à la rédaction qui font une job colossale, puis qui continuent de se réinventer, qui continuent tu sais, là, on expérimente avec plein de nouveaux formats, avec plein de nouvelles choses. J'ai une crédibilité de marque. Et peut-être que mon positionnement à moi, c'est de m'assurer que les gens vont continuer de venir voir la presse parce que quand c'est important, et l'information en général l'est, les gens, ils vont venir nous voir. Et on le voit aujourd'hui. Et c'est dans les chiffres, Ouais. on le voit. On voit des personnes qui viennent vérifier chez nous un truc qu'ils ont vu ailleurs. Tout à l'heure, je sortais à la fin de la conférence, quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit, moi, j'ai dit à ma conjointe, si t'es pas sûr, va voir dans la presse. Si c'est pas dans la presse, c'est que c'est pas vrai. C'est incroyable pour moi d'entendre ça. Parce que, tu sais, tu l'entends mon accent, je viens de France, etc. Je j'ai pas connu la presse quand j'ai grandi, mais depuis 2013, je suis au Québec. Je comprends pourquoi les gens se sentent comme ça. Ce qui est produit chez moi, je suis excessivement fier de travailler pour la compagnie, je pense que C'est tu le ça, c'est de ressens, là. la fierté, hein. Mais, mais c'est ce qui est fait, ce qui est produit, c'est incroyable. Et donc demain, est-ce que j'ai vraiment besoin de courir après cette race to the bottom? Je pense pas. Puis je pense que si tu regardes ce qui s'est passé dans les 15 dernières années dans le milieu des médias, il y a eu toute la partie de la dictature du clic, Ouais. BuzzFeed, tu sais, le côté très, on va aller chercher le sensationnalisme. Nous, on n'a jamais joué là-dedans et on a de l'engagement dans les plateformes qui a jamais été aussi élevé. Donc Mm. je pense qu'il y a quelque part un pari qui fonctionne là-dessus. Ça demeure un écosystème fragile. Il faut qu'on continue de prouver à nos utilisateurs et à nos lecteurs que ce qu'on fait, ça vaut la peine de venir.
mais à date, ça fonctionne et on est très protecteur de cette relation-là. Avez-vous pensé justement, parce que tantôt on parlait un agent qui fait de la recherche, personnellement, pour justement pallier à toutes les nouvelles qui partent dans tous les sens, je me suis fait un petit agent perso que j'ai Mmh. appelé gentiment Bullshit Detector. En gros, à Que ch j'ai commercialisé, pardon, avec ce nom-là. ouais, exactement, non, non, mais que en fait, je l'utilise constamment justement pour quand je prends un article qui Mmh. soit dans n'importe quel journal ou sur X, n'importe quelle plateforme web, souvent je vais extraire le contenu, je vais le lancer dans cet agent-là, puis lui, il va partir, puis il va aller faire de la recherche internet pour essayer de trouver des sources, puis aller sortir. Tu sais, des fois, c'est le diable est dans les détails, hein, c'est Mmh mh. 98 de l'article est précise. Il y Mmh. a une petite twist d'interprétation quelque part qui fait que ça change complètement C'est de la l'orientation, ouais. l'orientation Oui. puis, l'idée que tu t'en fais, là. On essaye au maximum à la presse que ce soit pas comme ça qu'on enfin de jamais faire ça. Ouais. Mais effectivement, c'est ça fait on tu sais, à ta question de tout à l'heure, on risque d'être un des on sera pas la majorité parce que tu le vis toi aujourd'hui avec tout ce que tu construis, c'est devenu tellement facile. Ouais. Donc, tu sais, encore une fois, je reviens avec ça, l'humain déteste le fardeau cognitif. Donc, on va toujours aller vers des raccourcis. On va toujours en tant que donc nous, on s'est seté à la presse des standards qui, je pense, sont au-dessus de ce qui se fera dans le futur, dans la moyenne et on espère que c'est ça qui va nous faire, conserver la confiance de tous les lecteurs et utilisateurs en général. Dans ton titre, on a marketing et données au même endroit. Ouais, C'est quoi l'avantage? c'est quoi l'avantage? Bonne question. Hem, c'est spécial parce que c'est je ça va nous aider évidemment parce que le personne dans mon groupe qui s'occupe du data et la personne dans mon groupe qui s'occupe du marketing on est dans le même groupe. Fait qu'ils Ouais. peuvent travailler vraiment encore plus main dans la main qu'on peut travailler avec le reste de l'organisation, juste pour des considérations d'organisation du travail et puis ils sont proches et tu sais, physiquement et cetera. Donc ça pour la partie du mandat de marketing au niveau de l'acquisition de lectorat, de l'engagement de lectorat et même de la monétisation. Ça a forcément eu un impact positif. Mais l'autre bord de la trade, l'équipe de données à la presse, elle est comme elle sert tous les départements. Donc, l'équipe de données, oui, sert le marketing, mais elle sert la rédac, le produit, les ventes publicitaires, Mmh. l'équipe de technologie, les finances, les RH. Donc, si tu veux, c'est comme un peu, c'est un avantage dans le contexte de la relation directe marketing-data, mais elle est aussi très, très présente auprès de toutes les vice-présidences, de l'organisation et ça, c'est une chance pour nous exceptionnelle d'avoir eu autant d'adoption, de buy-in en bon français, de mes collègues au comité de direction. Je pense que ça nous a vraiment aidés en tant qu'organisation à prendre des bonnes décisions dans une industrie qui est quand même pas mal challengé tous les 2 ans, là, je te dirais. Fait que c'est ça. Fait qu'en rétrospective, y a-tu des choses que tu avais faites complètement différentes, justement, dans les, 5 dernières années? Complètement différemment, bonne question, bonne question. Le tour comme je te disais, comme c'est une industrie qui est challengée régulièrement, on est plus toujours à aller vers l'avant, Ouais. c'est-à-dire, donc je vais faire avec toi, rapidement un exercice de rétro. Y a-t-il des choses que j'aurais faites différemment? Vraiment différemment? Beh, il y a plein de choses qu'on aurait faites différemment, ça Ouais. c'est sûr, mais vraiment complètement différemment, qu'est-ce qu'on aurait fait complètement différemment? Donne-moi des exemples. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de vraiment très mal? Je vais te dire si on les a fait ou pas. Hem, ben, tu sais, justement, la décision de ne pas utiliser de l'IA sur, mettons, je vais reformuler ça complètement autrement. Ouais, Mettons la décision de ne pas utiliser l'IA pour faire de l'écriture, de la rédaction ouais. ou ne pas utiliser l'IA pour Ouais. générer des images. Est-ce qu'il y a un est-ce que ça pourrait être possible, c'est-tu dans l'univers du possible qu'à un moment donné, vous dites: «OK, oui, maintenant on peut le faire, puis on va le faire parce que la qualité est Et équivalente, est ouais, suffisante»? équivalente suffisante? Ah, dans l'absolu comme tu le décris là, tu sais, c'est dur de c'est les Ouais. les réponses, absolues, vieillissent souvent très mal. Donc j'ai du mal à te dire, oui ou non. Je le vois pas. À titre personnel, je le Mmh. vois pas parce que quasiment ça va être un de nos plus grands éléments différenciateurs. Tu me suis? C'est Ouais. comme, est-ce que je vais avoir des outils de plus en plus puissants pour
supporter la production de nouvelles, autant dans son aller à la recherche, son sourcing en bon français, encore une fois, sa production ou sa distribution. Mais oui, je le vois, je vois qu'il va y avoir de plus en plus d'outils, mais je fais partie de ces bah, écoute, c'est peut-être romantique là, mais je fais partie de ces romantiques qui pensent que la meilleure si tu peux te le permettre, la meilleure combinaison pour moi restera toujours les meilleurs outils utilisés par les meilleurs humains. Tu me suis? Et Ouais. c'est jamais que des outils ou que des humains. Quelque part entre les 2, c'est vraiment ma vision du truc et donc m'imaginer un monde Il y a une grande valeur à quelque chose qui a été fait par un humain, et je pense que oui. même à qualité égale, là. Ben Tu sais, c'est oui, pas pour rien que j'ai du mal à le voir. Enfin, c'est ça, ouais. ça me vient pas. Mais tu sais, À ouais, fond. mettons, on prend le luxe par exemple, là, Ouais. il y a beaucoup d'objets de luxe qu'on va s'acheter ou qu'on pourrait s'acheter Mmh. parce que ça a été fait à la main avec une minutie. Même si tu dis, OK, il y a une machine qui est capable de faire Ouais. exactement la même chose, ça n'a pas la même valeur perçue au final, là. 100 100 puis là, on rentre dans quasiment des considérations ésotériques, mais Mm. sociétalement, je trouve ça important d'avoir des institutions composées encore d'humains. On demeure mon point est qu'on demeure une société d'humains. Mm. Fait que de penser que aujourd'hui dans le journalisme, pour parler de ce qui se passe dans notre société, on serait amené un jour, si j'étire ce que tu me disais, à juste des machines qui parlent d'une société d'humains. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma tête. Écoute, peut-être que c'est une limite intellectuelle de ma part là, j'arrive pas à me transposer dans un monde comme ça, mais pour moi, il y a une valeur incroyable à l'humain. Mais je crois aussi fondamentalement que notre job, c'est de leur donner les meilleurs outils. C'est un peu l'histoire de vraiment du collaborateur augmenté, il y a i la technologie doit être là pour ça. Aider à faire mieux avec nos humains. Fait que c'est mon take. Merci, Jeffrey. Plaisir. Si les gens veulent suivre les travaux de la presse, qu'est-ce que c'est assez facile, hein? Lisez la presse à tous les jours. Merci. Si vous lisez la presse, vous allez avoir probablement l'instanciation de ce qu'on vient de discuter pendant les, je sais pas, 20 ou 30 dernières minutes. Autant dans son contenu que dans ses plateformes, que dans votre relation avec la publicité, peu importe. Vous êtes vous pouvez être en contact à tous les jours avec ce contenu-là. Puis une des grandes forces de la presse, c'est que tout ça, c'est disponible entièrement gratuitement. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de c'est vraiment vous avez pas besoin de faire un don ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser n'importe laquelle des plateformes de la presse 100 gratuitement. Fait que si vous voulez suivre ce qu'on fait, c'est assez facile. Excellent. Merci, Jeffrey. Merci tout Merci le monde. beaucoup. Bye.